À la naissance, les bébés veulent-ils déjà devenir des parents? Parce que ce désir d'avoir des bébés remonte chez moi, en tout cas au plus jeune âge. Le désir d'enfant et de parentalité a été bouleversé ces 30 dernières années. Aujourd'hui, la médecine moderne influence le comportement des hommes et des femmes face à leur désir d'enfant. Depuis 30 ans, j'ai principalement réalisé des films sur l'enfance, sur la maladie, sur les relations femmes-enfants, sur le système de reproduction. Mais je ne m'étais jamais posé ces questions fondamentales. Pourquoi désire-t-on des enfants? Et comment les fait-on de nos jours grâce à la médecine moderne? À travers ce film, j'ai essayé de répondre à ces questions. Le désir d'enfant est avant tout un sentiment magique d'amour entre deux êtres. Mais comment ce désir d'enfant a-t-il évolué depuis l'arrivée de la pilule? Je trouve ça formidable. Pourquoi veut-on des enfants? Écoutez, quand même, dans un foyer, c'est quand même plus gai. Comment les fait-on? Il n'y a pas grand monde qui se représente ce que c'est une fille. Ce film va nous plonger au cœur des miracles de la médecine moderne. C'est l'âge qui va nous pousser à mettre en place les traitements. Nous allons nous intéresser aux révolutions de la procréation médicalement assistée, de la fécondation in vitro, du dépistage préimplantatoire et des mères porteuses. On est blindé sur le côté médical. Nous allons assister au miracle de la création de la vie. Et bien sûr, nous allons nous interroger sur la place de l'enfant dans le couple, le cœur du film. Donc le troisième, ce sera une fille. Pour répondre à ces questions, nous avons parcouru la France. Un voyage rempli d'émotions, de douleurs, de joie, dans des familles traditionnelles, monoparentales et homosexuelles. Des vies ont été bouleversées, des destins ont basculé. Des enfants, j'en ai 6. 6 enfants. 6 enfants. Et de petits-enfants. Et des petits-enfants, j'en ai donné, je ne veux pas que je me trompe, 10. Ou à des arrières, 14. 14, mais ça fait une famille de combien de personnes? Ça, c'est énorme. Oh, mais quand on est tous, on ne compte plus. On compte plus. Et alors, pourquoi vous avez fait des enfants? Écoutez, parce qu'il n'y avait pas les moyens de maintenant, je vous le dis, moi. Comment ça? Il n'y avait pas la pilule? Ah non, non, ça, on ne connaissait pas ça. Et ça a changé quoi, vous pensez, alors? Ça a fichu la pagaille, je crois. La pilule, ça a fichu la pagaille? Oh, un peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens disent pas n'importe quoi. Fin de la guerre, les femmes ont enfin obtenu le droit de vote. C'est le début du baby-boom et de l'émancipation de la femme. Les femmes et les hommes ne savent pas encore qu'une autre évolution fondamentale se prépare grâce à l'arrivée de la pilule. L'impact que cela va avoir sur le couple et sur la sexualité sera capital dans l'évolution du désir d'enfant. Un des graves problèmes du couple, avoir des enfants ou ne pas souhaiter leur venue dans l'immédiat. Parce que trop de ces couples ont une méconnaissance des questions sexuelles et donc de la régulation des naissances, entraînant des conséquences graves pour leur équilibre, l'information sexuelle était aujourd'hui à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Quel sera le rôle du Conseil supérieur créé par la loi Neuwirth? Ça sera surtout de mettre à la portée des plus modestes les informations qu'ils attendent, tant sur le plan de la contraception que sur le plan de l'éducation sexuelle, parce que beaucoup de parents sont un peu désorientés et je dirais même que les propositions du ministère de l'Éducation nationale ont besoin d'être améliorées. Avec l'arrivée de la pilule, la notion de désir d'enfant change radicalement dans nos sociétés occidentales. L'envie d'avoir un enfant devient le résultat d'une décision. Les couples choisissent alors le moment où ils veulent avoir un enfant et où ils renoncent à la contraception. Prenez la pilule. Oh non. Est-ce que vous auriez peur de prendre la pilule? Oh oui. Il faut voir les naissances qui va venir après. C'est ça qu'il faut voir. On a entendu tellement des choses hein, là-dessus, alors... Vous croyez que c'est dangereux? Pour moi, oui. Ce n'est pas normal. Pas confiance, quoi. Moi, je dis que c'est l'homme qui doit faire attention, puis c'est tout. Je trouve ça formidable. Vous prenez la pilule? Depuis combien de temps? Ça fait 3 mois que je prends la pilule. Et je suis contente. Avec l'arrivée de la pilule, la sexualité dans les années 70 ne rime plus avec enfant et désir d'enfant. Et l'ordre moral en est vivement bousculé.
la libéralisation de la sexualité et les mouvements féministes prennent place à l'intérieur de la vie politique. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Je suis pour, parce que j'en ai eu beaucoup et puis ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. D'abord, comment ça se fait? Alors, tant qu'à faire, le faire légalement que de le faire en cachette. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. S'ils l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après, elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors pourquoi qu'elles veulent le supprimer? C'est quand même être vivant après tout. Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Je le garderai. Ces bouleversements considérables sont allés très vite. Mais où en sommes-nous en 2017? C'est sûr que le contrôle de la natalité, donc qui commence dans les années 70 avec l'arrivée de la pilule, donne l'illusion qu'on peut maîtriser la question de la conception. Or, la seule chose qu'on maîtrise complètement, c'est ne pas avoir des enfants. Ça n'est pas en avoir. L'évolution est sans précédent dans l'histoire de l'humanité occidentale. Les femmes font des enfants de plus en plus tard et la notion de mariage autour de l'enfant s'évapore doucement. Le nombre d'enfants par femme diminue, mais nous restons en France le premier producteur d'enfants en Europe. Mais pourquoi donc, en France, fait-on plus de bébés que dans les autres pays? Certains expliquent ce phénomène par une politique familiale déterminante, d'autres par une particularité française, historique, culturelle et religieuse. Durant ce film, 150 enfants naîtront en France. Le désir d'enfant, si on se replace au début des traitements modernes de la prise en charge de la fertilité, c'est-à-dire des traitements qui ont maintenant entre 30 et 35 ans, le désir d'enfant était un désir assez normatif de re-rentrer dans la norme. C'est-à-dire les couples voulaient avoir des enfants avec effectivement une volonté historique de famille. Enfin, nous, on a eu 4 enfants. D'accord. C'est-à-dire que la parentalité, aujourd'hui, en 2015-2016, est une parentalité qui est beaucoup plus choisie, anticipée, organisée. L'arrivée de la pilule, pour certaines personnes, on aurait accepté aussi, nous. Ouais. Ah oui. Je crois que c'est les suites de tout cela. C'est la place de la femme dans la société, son contrôle général sur sa procréation, où désormais on a une sorte de contrôle positif. Je décide du moment où j'estime qu'il est opportun d'avoir un enfant. Enfin, moi, je disais c'était quand même un bon parce que, vous savez, hein, ceux qui travaillent maintenant, hein, c'est pas marrant quand même, hein, avoir beaucoup d'enfants aussi. C'est qu'il faut s'en occuper des enfants, hein. Je suis parti dans toute la France pour rencontrer des couples et les faire parler sur leur désir d'enfant, leur désir d'être parents. J'ai envie d'un enfant avec l'homme que j'aime. Je pense que c'est quelque chose de merveilleux et je ne vois pas finir ma vie sans avoir d'enfant. Je pense que c'est une raison profonde de vivre. Et pour moi, c'est l'aboutissement de l'amour et d'un couple, hein, déjà avant tout. Et donc c'est vrai que c'était capital de rencontrer le bon père et l'homme de ma vie. Donc je l'ai attrapé par la chemise et je l'ai embrassé, on s'est embrassé. Et ça a été... j'ai eu de l'électricité qui s'est propagée du bout des doigts
jusqu'au cœur, jusqu'aux doigts de pied, jusqu'au cerveau. Et je me suis dit, ça m'était jamais arrivé, je me suis dit, cet homme-là, je veux passer ma vie avec lui. Et je veux avoir un enfant ou des enfants avec lui. Dixie et Mehdi sont ensemble depuis plus d'1 an. Ils ont eu très vite envie d'avoir un enfant. On va être parents d'ici peu, d'ici 1 mois et demi. Déjà, c'était une surprise. Ouais, on le voulait, mais peut-être pas tout de suite. On en parlait déjà. Et puis voilà, le fait d'en parler, en final, ça s'est fait tout seul. Donc vous êtes assez content d'avoir un enfant? Ouais. Ah oui. C'est ce qui nous raccroche encore plus. Ouais. Tous les deux. Quoi? Notre amour, notre amour, notre sincérité l'un envers l'autre. Quand je l'ai rencontré, j'ai su que c'était elle. Comment ça, tu sais que c'est quoi? Je l'ai su. Quand, je sais pas. J'ai ressenti comme quoi j'allais vivre quelque chose de fort avec elle. Je pense qu'elle a énormément de douceur et d'amour à offrir à des enfants. Et puis en même temps, je pense je me sentirais extrêmement rassurée de savoir que c'est elle le deuxième parent. Parce que je sais que je pourrais toujours compter sur elle et qu'elle saura toujours quoi faire, quelque part. Je te mets pas la pression. Oh la vache, c'est bien. Il y a plein de choses. C'est la personne avec laquelle j'ai choisi de faire ma vie, enfin le reste de ma vie. Et ça, c'est important. Et après, avoir des enfants avec elle, c'est pareil. Enfin, déjà, dès qu'il y a un enfant, de toute façon, il va vers toi. Depuis le début, avec Michael, il y a plein de choses qui s'enchaînent, qui sont rapides. Mais en fait, ça peut paraître rapide pour certaines personnes, mais pour nous, c'est évident, quoi. Déjà, ressentir les papillons dans le ventre, c'est déjà un signe distinctif. C'était lui. J'avais envie d'être avec lui, peu importe, enfant, pas enfant. Ce qui m'a rassuré, en fait, c'est d'être avec Lamia. Parce que je l'aime énormément et que je suis hyper heureux, pas seulement de faire un enfant avec elle, mais d'imaginer que le petit va l'avoir, ou la petite en l'occurrence, va l'avoir elle comme mère. Pour la majorité des couples que j'ai rencontrés, les enfants arrivent pendant une histoire d'amour. Mais ce désir ne remonte-t-il pas en fait beaucoup plus loin? Pourquoi les gens veulent-ils avoir un enfant? À quel moment ce désir remonte-t-il dans leur vie? Est-ce un désir d'enfant ou un désir de parentalité? Fait-on un enfant pour soi ou pour l'enfant? En fait, depuis que je suis toute petite, en fait, que je veux des enfants. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est la société qui nous renvoie ça? Est-ce que c'est est-ce que c'est une obligation qu'on se fixe parce qu'on a l'impression que... il y a une forte pression par rapport à ça. Ou est-ce que c'est un désir vraiment profond? Moi, j'ai le sentiment que c'est un désir vraiment profond. Le premier, c'était un besoin, c'était le corps qui hurlait, quoi. Il fallait. Comme j'ai déjà eu une grossesse, j'ai envie de porter... il me tarde de reporter à notre enfant. Parce que c'était super, quoi, même si on grossit, c'est super de sentir la vie dans son ventre bouger et puis le souvenir de la naissance, quoi. Dire d'enfant, voilà, une fois qu'on sait ce qu'on sait, c'est encore plus fort, quoi. Avant mes 30 ans, j'avais déjà conscience que je voulais des enfants, mais plus je mûrissais, plus ce désir d'enfant devenait prégnant, presque, je dirais, presque maladif, quoi. Ça me faisait... par exemple, je voyais des enfants dans la rue, et le fait de ne pas avoir d'enfants moi-même, ça me faisait presque mal que moi, je puisse pas avoir des enfants comme les autres, aussi facilement. Moi, je dirais d'abord, le désir, c'est construire quelque chose à deux déjà, partir à deux, et puis augmenter, à créer une famille, en fait. Le désir de l'enfant, pour moi, c'était synonyme de continuer ce que nos parents ont fait eux-mêmes, en ayant eux-mêmes des enfants, et de créer des familles, de faire famille. Et donc, moi, je voulais absolument... j'imaginais pas, moi, personnellement, être sans enfant. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.
Transmettre, voilà. Transmettre, désir d'enfant, pour moi, c'est ça. C'est le souhait de vouloir transmettre. Aussi bien un patrimoine génétique, et puis surtout essayer de transmettre un petit bout de culture, voilà. Un petit package de qui on est. C'est la vie. La vie dans la maison, la vie, c'est l'amour, le partage, l'apprentissage. D'avoir un enfant, pour moi, c'est déjà tout simplement le fait d'avoir envie de transmettre et de ressentir des choses aussi pendant cette transmission, de s'enrichir soi-même et puis aussi de sentir qu'on fait pousser quelqu'un et qu'on fait germer quelqu'un sur cette petite planète-là. C'est que la vie ne va pas s'arrêter. Avec un enfant, la vie ne s'arrête pas. La vie se continue, la vie se perpétue. Et ça, c'est magnifique. Enfin, je trouve ça grandiose. Écoutez, quand même, dans un foyer, c'est quand même plus gai d'avoir des enfants. Élodie rêve d'être une maman depuis qu'elle est toute petite. Pendant 2 ans, elle a livré avec son compagnon une lutte acharnée pour tomber enceinte. Alors que dans sa famille, les autres femmes avaient déjà un enfant, et notamment sa sœur. C'est assez vite que c'est venu en fait, qu'on a commencé à dire bon bah allez, on laisse aller et puis on voit s'il y a un enfant qui arrive. Et ça venait pas. Puis voilà, il y a des amis qui nous annoncent après qu'ils attendent des enfants, la famille qui... Et nous on est là, ouais super. Trop bien. Et nous non. Non. Et on devrait être heureux quand quelqu'un nous annonce qu'ils attendent un enfant et t'as cet arrière-goût dans la bouche et tu dis encore un. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous? Autrefois, les enfants poussaient naturellement, comme des fleurs ou dans les choux. Aujourd'hui, avec le contrôle de la natalité, tout est sacralisé, ritualisé, avec une obligation de bonheur, puisque l'arrivée de l'enfant a été choisie par l'arrêt de la contraception. Le désir d'enfant, c'est toujours là, quoi. Depuis toute petite, pour moi, c'était les poupées, c'était... Qu'est-ce que ça peut évoquer, le désir d'enfant? C'est toi. Oui, c'est... Moi, longtemps, je me suis dit, une vie n'est pas une vie s'il n'y a pas d'enfant. Et ça vous fait quoi d'être grand-mère? Je réalise pas encore trop. Sur le coup, ça m'a... J'étais ravie quand Julia m'a annoncé la naissance. C'était enfin, quoi. C'était... oh là là. Depuis les années que t'en voulais un. Voilà. Après, j'étais super ravie pour Élodie. Parce qu'il y a eu Julia, il y a eu Laetitia, la belle-fille. Et chaque fois, on se disait, mon Dieu, Élodie, ça fait longtemps qu'ils attendaient. Et puis, on avait de la peine pour elle, quoi. Comment annonce-t-on à son conjoint que l'on a envie d'un enfant? Dans la vie d'un couple, c'est toujours un moment intense et marquant. Il manque plus qu'à là. Tout est prêt. Déjà, je me souviens quand lui m'a dit qu'il était prêt. Et là, en fait, il est arrivé avec une petite pochette. Et quand j'ai ouvert, c'était des chaussons de bébé. Voilà. Et donc, quand on a parlé d'avoir un enfant, j'avais envie. Mais je pense qu'au début, je projetais plutôt Laure en tant que mère. Et alors, quand elle m'a dit non, c'est pas possible pour moi, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis, en fait, après, ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais. En fait, si on avait pu presque l'avoir, le bébé, tout fait, sans se poser des questions, au moment où on a décidé qu'on en avait envie, ça nous aurait été à toutes les deux, je crois. Je suis pas tellement d'accord sur le fait que c'est moi qui poussais. Je trouve non, pas poussé, mais c'est toi qui as eu envie avant moi. Peut-être, je trouve que c'était assez concordant, mais... Puis les copains commençaient à avoir des enfants, les copines tombaient enceintes, voilà. Et je sais que Agathe, très subtilement, régulièrement, avec des petits coups de coude comme ça... Faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir bientôt, là, parce que ça va pas être simple pour nous, hein. Ça va prendre du temps, donc ça serait bien que... Ouais. L'envie d'avoir un enfant est une notion abstraite. Mais lorsqu'un petit cœur commence à battre, elle bascule alors dans le concret. L'enfant arrive et se construit.
Donc c'est une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille. Ça s'appelle comment? Tu rêves pas. Vous voulez pas dire? Non. Non, c'est notre mystère à nous. Hein? En plus, c'est pas... T'as craqué ou t'as pas craqué? Moi, j'ai pas craqué, t'as craqué? Non, moi, j'aime pas craquer. On craquera pas. Comment annonce-t-on le fait d'être enceinte et comment le vit-on? Ah, mais moi, ça m'a pété à la tronche. Ça m'a pété à la tronche. Comment ça? Bah, écoute, j'ai eu un grand... une grande... J'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur énormément de pas être... de pas avoir les reins solides, quoi. De pas avoir les épaules pour être père, quoi. Dans ma famille, c'était tout de suite, c'est génial, c'est un cadeau, c'est de la vie, c'est magnifique. Et de l'autre côté, qui était, mais c'est quoi cette bêtise? Vous connaissez à peine, qu'est-ce que vous faites? En fait, il allait chercher un test de grossesse et puis j'ai fait le test et je lui ai annoncé dès que j'ai vu le résultat, en fait. Ça m'a abasourdi. J'étais très heureux et c'est quelque chose qu'on ne prépare pas en fait, on se sent complètement dépourvu. Donc voilà, j'étais enceinte et je suis allée réveiller François et j'ai pris sa main et je l'ai mis sur mon ventre. Puis il ne devait pas être réveillé du tout parce qu'il m'a regardé avec un œil et il m'a dit « mais tu as mal au ventre ?» Donc j'ai continué à sourire bêtement et là, j'ai compris. Et là, l'autre œil s'est réveillé et là, j'étais super content. Et voilà. J'ai fait le test de grossesse en cachette. Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs mois que j'en faisais et que c'était jamais bon. Donc, il y a un moment où on a marre en fait de lui dire tout le temps bon bah c'est pas bon. Donc je l'ai fait en cachette. Et c'était la première fois que je le faisais en cachette. Ouais. Mais au fond de moi, je sentais que cette fois-ci, ça allait pas être pareil. Et en fait, je me suis effondrée en larmes en haut quand j'ai vu le plus. Et Maxime, il a pas compris sur le coup. Je lui dis mais c'est bon. Il me dit mais quoi qui est bon? Je peux pas savoir, je savais pas qu'elle avait fait un test. Je reçois un coup de téléphone donc, de Christelle, puis elle me dit je crois que je suis enceinte. Je m'attendais pas à ça aussi vite, quoi. Puis en plus, au boulot, alors j'hésitais entre faire des bonds sur ma chaise, tu vois, exploser de joie, et puis me retenir, parce que quand même, c'était... il y avait plein de gens autour. Et puis, je lui dis, mais comment tu peux être sûr? Elle me dit, bah voilà, j'ai fait le test de grossesse, c'était positif, et dès que j'ai vu que c'était positif, j'ai eu des nausées. Le nombre d'enfants par femme a considérablement diminué. Il a diminué parce que la femme contrôle son nombre de grossesses. Et si on regarde effectivement aujourd'hui ce qui se passe dans la quasi-totalité du monde, les femmes auront 1 ou 2 enfants. C'est là où la place de l'enfant a changé. On n'est pas sur une galerie d'enfants qui vont venir les uns après les autres remplir la famille. Et on est sur effectivement, à un moment donné, de la vie, on fait un enfant, éventuellement un deuxième, mais tout ça est beaucoup moins spontané que ça ne l'a été. La population aujourd'hui ne se sent obligée ni par rapport aux générations antérieures, ni par rapport à la société, de répondre à accroître et multiplier. On choisira le moment, on verra si on a des enfants. Si on en a un et qu'on s'en contente, on restera avec un seul enfant. Et ça, évidemment, ça change considérablement la place de l'enfant dans la société, la place de l'enfant dans le couple, donc le couple. C'est votre première grossesse? Ouais. Et il bouge bien ce bébé? Je trouve qu'il bouge moins depuis la semaine dernière. Mis à part ça, vous n'avez pas de contractions, des douleurs de règles, des choses comme ça? J'en ai de temps en temps parce que je suis arrêtée pour contraction. Elles font mal ou c'est juste des sensations de tiraillement? Ça tire beaucoup sur les... surtout sur le côté gauche. Pour s'assurer du bon déroulement de sa grossesse tant désirée, Élodie multiplie les consultations chez les médecins. Un suivi médical qui s'est considérablement intensifié lors de ces dernières décennies. On a l'impression qu'être enceinte est une maladie. Elles sont enceintes, elles n'ont plus le droit de rien faire.
On fait plus de sport, on mange plus n'importe quoi. Enfin, on mange plus. Maintenant, on parle de la listeria. Avant, on n'en parlait pas. Bon, la toxoplasmose, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais on peut plus. Qu'est-ce que tu me disais? J'ai plus le droit de faire des montées. On monte plus. Quand on va promener, il faut que ce soit plat. Il faut pas que ce soit. Il faut pas trop forcer. Et j'ai l'impression qu'on leur met cette pression aux mamans et elles se retiennent de faire plein de choses. Ça devient une maladie. Je disais, ça va, on entend bien son cœur, ça me rassure. La notion du désir d'enfant est rattachée à la notion du désir de vie. Mais derrière cette notion de vie, il y a parfois une notion de mort. La maladie, la mort d'un proche ou de soi-même peuvent alors s'entremêler autour du désir d'enfant. Charlène était ma petite sœur, qui est décédée un 26 juillet. J'avais de très bonnes relations avec ma sœur. J'entretiens des très bonnes relations avec mes parents. Donc on était vraiment soudés. Donc lorsque vous enlevez, en fait, c'est comme si vous avez un toit avec 4 piliers. Lorsqu'il y en a un qui part, le toit est un petit peu bancal, en fait. Et pendant quelques années, c'est vrai que c'est difficile de faire le deuil d'une personne très chère. Ça fait 10 ans ici qu'on n'a plus de sapin de Noël. Parce que c'est une fête familiale où finalement on se refusait de la célébrer. Parce qu'il manque une personne, il manquera toujours une personne. Leur offrir, moi, à mon tour, une petite fille ou ça aurait été un petit garçon, ça aurait été la même chose. Mais leur offrir ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais leur apporter ces dernières années. Et j'en avais la conviction au fond de moi, sauf qu'on fait pas un enfant comme ça, en fait. On le fait quand on pense avoir rencontré la bonne personne avec qui le faire. C'est dingue, en fait tout est dingue dans notre histoire. Mais c'est super. C'est un enfant qui va aider à la réparation de cette famille. Ah complètement oui. Ah oui, je pense et oui, et d'autant plus que ce soit une petite fille. Je pense que c'était encore c'était un beau cadeau un très beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Ton traitement, c'est pourquoi? Pour un cancer qui a été diagnostiqué quand Clément avait 1 mois et demi. Et depuis 1 mois et demi, je suis sous chimio. C'est comme si j'étais une vieille batterie, en fait. Je mets beaucoup de temps à me recharger. Ça donne envie de plus de vie encore. Il y a le désir d'enfant qui est sûr maintenant. Enfin, c'est clair que autant quand on sort d'une grossesse, on se pose pas de questions. Enfin, on réfléchit pas du tout à ça. On fait, bon voilà, on profite maintenant du petit dernier. Et on se projette pas sur un 3e. Autant là, si, en fait. Si. Et c'est la maladie qui prend fin. Tu vois, ça fait aussi ça, quoi. C'est de dire, voilà, malgré tout, on va jusqu'au bout de ce qu'on voulait avoir. Oui, on se pose moins de questions. La vie est courte, quoi, en fait. Autant avant, on planifiait des trucs pour 1, 2, voire 5 ans. Là, on n'est plus du tout. L'échelle de temps, rien. On n'est plus du tout dans cette optique-là. Je veux bien. Bien. Tu vas pas pousser maintenant, quand même. Sabrina est enceinte depuis quelques mois de Stéphane. Le papa de son compagnon est en train de mourir et il pourrait arrêter de se battre pour sa propre vie lorsqu'il verrait son petit-fils naître. Je vous avais parlé du papa de Stéphane. Il va pas bien du tout. D'ailleurs, si c'était une de vos craintes, que tout se mélange. Je suis en plein dedans. Ah oui. C'est qu'il attend, il attend ce bébé. Et il se bat pour ça. Et on sait qu'il lâchera prise quand il sera là. Donc j'avais hâte que bébé soit là, mais je sais pas si finalement j'ai hâte qu'il soit là.
plein de photos. La peur que j'avais, c'était que mes enfants ne connaissent pas leurs grands-parents, quoi. Tu t'es dit, là, je peux le perdre. C'est ça. C'est plus le super-héros de quand j'étais petit. Et je me suis dit... Ça a été un déclic aussi. Enfin, ça, Je me suis dit, je me suis rendu compte qu'on était... qu'on est vraiment que de passage sur cette terre. Et pour moi, ça aurait été un échec personnel que mes enfants ne puissent pas connaître leurs grands-parents, que ce soit ma mère aussi. À la dernière écho qu'on a eue, on a préparé 2 cartes avec le sexe et le nom. Puis on a demandé à Madame Levaillant de choisir, de mettre la bonne carte dans l'enveloppe, qu'on a offert à mon père. Et donc c'était le seul au courant. Donc il a choisi de l'ouvrir quand malheureusement il a compris que ça devenait compliqué de se battre. Donc c'était le seul pendant 1 mois et demi à savoir le sexe et le nom de l'enfant. Et personne de la famille le savait. Vous lui avez offert cette primeur. Voilà. C'est un beau cadeau. Il était très content. Il était très content. Ah ouais, ça lui a fait plaisir. C'était une fierté, ouais. Il était super fier de le savoir et que nous, on ne le savait même pas en fait. C'était le seul à connaître. T'es dans la confidence. Ouais, le sexe et le prénom d'Aimé. Il savait tout. Comme pour beaucoup de couples, les difficultés d'Élodie et Nicolas pour avoir un enfant ont mis en danger leur relation. Certains couples tiennent et en sortent même renforcés. D'autres n'y survivent pas. Mais 2 ans, c'est très très long tout de même. Ah ben oui. C'était long. On était tellement à fond pour respecter les dates, pour prendre température, on devenait des machines. On voyait bien que déjà ça donnait aucun résultat et puis que ça nous faisait du mal. Ça faisait du mal à notre couple. Et à partir de là, on a décidé de laisser tomber tout ça, de ne plus y penser, d'arrêter tout ça. Ça viendra quand ça viendra. En ce moment. Voilà. Donc, comme je vous disais, quand la tête est en bas, là, le plus souvent, dans la grande majorité des cas, elle va rester en bas jusqu'à l'accouchement. Ok, tant mieux. Comme on ne peut pas les peser à l'échographie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les mesure et on extrapole un poids pour vérifier que le bébé se développe bien. Tous les couples ayant des problèmes d'infertilité, que ce soit des couples homo ou hétéros, peuvent profiter des nouvelles technologies modernes pour répondre à ce désir d'enfant. Après avoir eu 2 enfants, Patricia rencontre des difficultés pour tomber enceinte une 3e fois. La question de l'infertilité se pose. Dès le début, on savait qu'on n'aurait plus de 2 enfants. Il y a eu un temps d'attente avant d'imaginer le 3e. Il y a eu un temps d'attente et puis qui a été un peu plus long que prévu parce qu'en fait, le 3e, ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Alors, au départ, on pensait qu'après 2 ans de rapports réguliers, on pouvait commencer à parler d'infertilité. Et cette notion a un tout petit peu changé avec la problématique de faire le premier enfant un peu plus tardivement. Et effectivement, la problématique d'avoir un désir de grossesse à 26 ans est totalement différente à 32 et totalement différente à 38. Donc cette notion d'infertilité des 2 ans avec des rapports réguliers fait qu'on a plutôt tendance à la réduire. Et on considère aujourd'hui, en gros, qu'après 1 année de rapports réguliers, on peut considérer que le couple a une possibilité d'être infertile. Donc effectivement, il y a un problème de définition. Qu'est-ce que c'est que la stérilité? À quel moment on propose et dans quel ordre? On propose quoi? À qui et comment? Après 2 ans d'essais infructueux, du coup on a fait appel, on a fait l'appel à la médecine, oui, tout à fait. J'ai fait des examens pour voir s'il y avait quelque chose de pathologique. Tout allait bien. Julien aussi, tout allait bien de son côté. Et en fait, alors est-ce que l'âge, le fait d'avoir attendu un petit peu, j'avais eu quelques soucis de santé il y a 2 ans et demi. Est-ce que tout ça avait joué aussi? Probablement sur le psychologique, je pense. Ça nous a paru très très long puisqu'on a arrêté la contraception au mois de mai 2013. Je suis tombée enceinte en mars 2014.
Donc on a eu plusieurs rendez-vous, dont un avec un gynécologue de Vire qui nous a dit que c'était pas normal à notre âge, que je tombe pas enceinte assez vite en fait. Donc de là, on a un peu baissé les bras et c'est quand on a baissé les bras que ça a pris. Donc voilà, comme quoi c'est dans la tête. On le dit souvent, mais c'est vrai, c'est dans la tête. Dans les origines de la stérilité, il y a des différentes difficultés, problèmes organiques. Mais c'est peu de cas en fait, c'est pas la majorité des cas. Dans une plus grande proportion de cas, les stérilités sont dites, dans le milieu médical, psychogènes. Autrement dit, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et bien sûr, psychogène, ça ne résume pas un type de stérilité avec un type de difficulté psychique, c'est des cas divers, mais en tout cas, qui ne peuvent pas être résolus par une intervention chirurgicale, un médicament. Quand on dit psychogène, ce n'est pas quelque chose qui se construit à l'âge adulte. C'est souvent lié à comment l'enfant s'est construit et aussi peut-être même dans certaines situations à comment le bébé, qui par la suite va être la mère qui désire un enfant ou ne désire pas un enfant, enfin les aléas du désir d'enfant, a été elle-même portée, soignée comme bébé elle-même par sa propre mère. J'ai cherché à comprendre si la procréation médicalement assistée n'était pas parfois proche de l'acharnement médicalisé, sachant que la stérilité chez les femmes est principalement d'ordre psychologique. Une femme peut devenir stérile si son identification à une représentation maternelle sécurisante n'a pas eu lieu dans sa tendre enfance ni dans son présent. L'arrivée d'un enfant peut alors être inconsciemment vécue par la future maman comme une catastrophe. Certaines femmes peuvent même refuser dans leur subconscient de laisser passer l'enfant par peur de ne pas être à la hauteur de leur propre mère. Comme Maya. Déjà, je pense qu'en profondeur de moi, je pensais que je pourrais pas être une bonne maman comme ma mère parce qu'elle était tellement une mère parfaite toute ma vie. Et je pense qu'il y a un moment où ça, peut-être on grandit, on évalue avec la vie, on change. Et du coup, ça a changé mon estime de moi, la sensation que je peux apporter quelque chose, qu'en fait, c'est pas un blocage, au contraire, c'est une ouverture, ça amène des choses, ça fait grandir, c'est une beauté. Sabrina et Stéphane essayent d'avoir un enfant depuis 8 ans. 8 ans d'attente et de parcours médicalisé. Je suis tombée enceinte au bout d'1 an. J'ai fait une fausse couche au bout d'1 mois et demi. Au bout d'1 an, je ne retombais pas enceinte. Donc là, on a commencé à se dire qu'on peut-être aller consulter, voir des gens spécialisés pour voir ce qui se passait. Donc là, on a commencé une batterie d'examens, plein de choses, monsieur, madame. Donc là, on est dans le col de l'utérus, je vais descendre. Oui. Ça, c'est le chemin que font les spermatozoïdes en temps normal. Et c'est aussi le chemin qu'on fera avec le cathéter quand on aura l'embryon. Oui. Donc le but, c'est aussi de regarder le chemin. On descend complètement dedans. Ça va? Oui, ça va. Super. L'examen préimplantatoire qui précède tout processus de procréation médicalement assistée consiste à vérifier que le système de reproduction de la femme ne représente aucune anomalie. Vous voyez là-bas, il y a un petit orifice. C'est le départ de la trompe droite. Et là, on a le départ de la trompe gauche. Tout ça, c'est la cavité. Donc on regarde toutes les parois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie, pas de polype, pas de fibrome. Donc on a une belle cavité et on s'en va. Et puis on a commencé à faire des FIV. Il n'y a pas grand monde qui se représente ce que c'est une FIV, quoi. Pour la femme, c'est quand même beaucoup de douleur, de traitement. Je le prenais bien, c'était la solution pour avoir un bébé. C'était un mal pour un bien, c'est pas une corvée, non. Pour répondre au désir d'enfant, la médecine dispose de techniques extraordinaires et sans précédent que sont la PMA, la procréation médicalement assistée, ou encore le DPI, le dépistage préimplantatoire. Mais à quoi correspondent ces méthodes? Qu'est-ce que c'est qu'une FIV, une fécondation in vitro? C'est quand on met l'ovule et... J'ai un trou. Ah,
Et les spermatozoïdes, voilà. Dans une boîte et qu'on attend que ça grandisse et qu'on remet dans le ventre de la maman. En France, moins de 3% des couples bénéficient de la procréation médicalement assistée. C'est donc une faible part de la population globale, mais une révolution d'un possible qui s'immisce dans la conscience collective. Ce jour-là à Nantes, on prélève des ovocytes à une future maman pour les féconder ensuite avec le spermatozoïde d'un homme dans un laboratoire. C'est la fécondation in vitro. Quelque part, il baigne dans le liquide. On ne peut pas voir les ovocytes à l'écho, on ne peut pas voir ce qu'on fonctionne. On se contente juste de vider les follicules entièrement. Et après, on va donner tout le liquide folliculaire aux techniciens et aux biologistes qui sont dans la salle juste derrière. Et voici les ovocytes de la maman, qui vont être ensuite fécondés par des spermatozoïdes dans une autre pièce du laboratoire. Il y en a qu'un seul. Là, il y en a 6. Les 6, je les ai pris, je les ai mis dans le puits. Dans ce contexte médical utilisant des technologies très avancées, nous assistons au miracle du début de la création d'une vie possible. On prend les ovocytes, on les met dans notre petite boîte 4 puits, que vous avez vu tout à l'heure, et on les met juste au contact avec les spermatozoïdes. On les laisse toute la nuit et on laisse faire. Les spermatozoïdes vont aller féconder l'ovocyte. En fécondation in vitro, chaque petit puits contient 24 millions de spermatozoïdes dont un seul pénétrera l'ovule. Après avoir perdu son flagelle, son patrimoine génétique se libère. Un phénomène encore aujourd'hui inexpliqué par les médecines. Lorsque cette méthode ne fonctionne pas, la médecine prend le relais en injectant artificiellement le spermatozoïde sélectionné dans l'ovule. On s'assure de pouvoir sélectionner les spermatozoïdes et prendre les meilleurs spermatozoïdes, les plus normaux, de manière à ce qu'on optimise nos chances de fécondation en fait. Je vais l'aspirer par le flagelle. Il est là. Et donc maintenant, je vais me diriger directement vers l'ovocyte. Pour réussir cette extraordinaire prouesse médicale, il faut maintenant aspirer l'ovocyte pour la maintenir au bout d'un tube avant de lui injecter le spermatozoïde. Il faut alors entrer dans l'ovule en le perçant sans aller trop loin pour qu'il n'éclate pas. L'ovocyte est un petit peu granuleux, donc on ne voit pas trop, mais il est là. Une fois le spermatozoïde injecté à l'intérieur, la division cellulaire peut alors commencer. Mes ovocytes que j'ai micro-injectés, je vais les mettre dans cette boîte-là. Donc je vais maintenant les placer en milieu de culture. Nous provenons tous de ce phénomène incroyable. Petit à petit, la cellule va se développer, se diviser en deux. 2 jours plus tard, elles seront 4 cellules. Au 3e jour, elles seront 8. Au 4e jour, elles seront 16 et fusionneront les unes aux autres pour former enfin l'embryon. En haut, le bouton embryonnaire apparaît. C'est le futur bébé qui se développera une fois réimplanté dans l'utérus de la maman. Il est magnifique. Il s'est développé tout bien depuis le début. Il a tout fait bien au niveau de division cellulaire. Malheureusement, chaque bouton embryonnaire implanté n'aboutira pas forcément à la naissance d'un enfant. C'est dans ce parcours à l'issue toujours incertaine que se trouve Sabrina. On a fait notre première FIV, donc qui a fonctionné. Je suis tombée enceinte
Et puis, donc on était super heureux, ça y est, on y croyait, c'était gagné. Sauf que 2 mois et demi plus tard, refausse couche. C'était reparti, et encore une mauvaise nouvelle. Donc là, on est un petit peu abattu quand même. Et on a une super gynécologue qui nous a dit bon bah on va faire des examens parce que 2 fausses couches ça fait beaucoup quand même, surtout avec ce parcours. Et on a retenté notre chance au CHU de Nantes. Et donc ça a fonctionné. Et donc là on attendait des jumeaux, 2 petits garçons, Gabriel et Clément. Et donc tout se passait bien, sauf que à 4 mois et demi, malheureusement, on a eu un problème de syndrome transfuseur-transfusé avec les jumeaux. Et on les a perdus. Donc c'était reparti. Et on est reparti sur une autre FIV des pays qui n'a pas fonctionné. Donc encore un petit coup de massue. Et après, on en a refait une en février. Et celle-ci a fonctionné. Et voilà, je suis à 6 mois de grossesse. Et tout va bien. Donc au bout d'un parcours de... 8 ans et demi. 8 ans et demi, mais c'est très long, non? C'est long. Faut se préparer à l'échec à chaque tentative, quoi. Faut être positif. Hein. Monsieur est très positif à chaque fois, c'est super. Ouais. Ouais, tout le temps. Il a toujours été positif. Faut y croire. Ouais. Faut y croire. Ça aide. Les embryons préparés grâce à la fécondation in vitro peuvent bénéficier d'un DPI, un dépistage préimplantatoire. L'ADN de l'embryon est prélevé puis analysé pour s'assurer de sa bonne santé. Seuls les embryons sains seront conservés. Les embryons porteurs de maladies rares et étiquetés, donc repérés comme déficients, seront alors écartés. L'arrivée de la FIV a incontestablement bouleversé le rapport à l'enfant et donc à l'humanité tout entière. La médecine permet aujourd'hui de réduire les risques de transmission de maladies en faisant des examens génétiques directement sur l'embryon. Cette révolution pose de nouvelles questions d'ordre éthique. Les uns parlent d'eugénisme, les autres de progrès médical. C'est mamie, hein. Aurélie et Cédric sont tous les deux porteurs d'une déficience génétique. Malheureusement, leur petite fille est atteinte d'une maladie dégénérescente chromosomique étiquetée. Ouais, mais moi, si je vais trop fort, j'ai peur qu'elle décroche là. Pour que leur prochain enfant ne présente pas les mêmes symptômes, ils ont décidé ensemble d'avoir recours au dépistage préimplantatoire avant leur prochaine fécondation in vitro. Le désir d'enfant, c'est simplement continuer le projet qu'on a toujours eu. Alors on le continue d'une manière différente, parce que avant d'avoir Romane et de savoir qu'elle est malade, on n'aurait jamais pensé passer par les étapes que l'on va passer aujourd'hui pour avoir un nouvel enfant. Mais ça fait partie de notre vie. On a envie d'avoir notre enfant, on a envie de continuer. Et le petit frère? Oh, mais j'aime plus la petite soeur que le petit frère. D'accord. C'est une maladie génétique, donc on est tous les deux porteurs. Donc c'est comment on fait pour pas avoir un autre enfant malade. Donc ça c'est dur aussi. Et puis clairement, par rapport au couple aussi, ça a été dur parce qu'en fait en se voyant l'un l'autre, on se rappelait, surtout que c'est nous qui sommes porteurs, en se voyant au début l'un l'autre, c'était, on se rappelait un petit peu le malheur. Et après on l'a construit, ce désir, avec les spécialistes, quand on a commencé à envisager comment on pouvait faire, comment on pouvait avoir un enfant et éviter la maladie, parce que comme il y a un risque sur 4 d'avoir un autre enfant malade, nous on ne voulait pas prendre le risque. Et puis ça nous a aidés, ça nous a rassurés en nous disant oui, vous pouvez avoir un autre enfant, vous pouvez aller jusqu'au bout avec le diagnostic préimplantatoire. Moi j'aime aussi à la pêche. La compote à la pêche? Oui, j'aime aussi. Allez-vous vérifier au niveau de votre nom? César Aurélie, vous appelez le 28 11 81. D'accord. Moi je suis impatiente, voilà. Il y a toujours cette envie. Je sais pas si. Après, j'ai l'impression de toucher du bout du doigt là. Le fait
Après, ce qui est bizarre, c'est d'avoir un enfant, quoi. On est rentré dans les démarches médicales réelles. Et là, le désir d'enfant, à la base, c'est pas se retrouver dans une chambre hôpital. Ouais. C'est assez paradoxal, quoi. Mais, c'est plus sexy, quoi, non? Ouais. Le fait de réussir à tomber enceinte dans un contexte médicalisé comme ça, quoi. Enfin, tu te dis, voilà, normalement, c'est lié à l'amour, quoi. C'est lié à... Ça n'empêche pas. Ouais, bah voilà. On est blindé sur le côté médical. Ouais, c'est vrai que ça nous, honnêtement, hein, ça nous fait quasiment ni chaud ni froid de passer par ça, de passer par une DPI. Ça pourrait... Je m'étais pas posé la question. Ouais, honnêtement, c'est pas grave. Ça nous permet d'avoir des certitudes. Déjà, qu'Aurélie soit enceinte et qu'on soit sûr que l'enfant ne soit pas malade, c'est tellement important pour nous. Ce qui compte, c'est ça. Le reste devient anecdotique. Ouais. Plusieurs embryons ont été fécondés, mais un seul sera implanté dans l'utérus de la future maman. Une question se pose alors, que faire des autres embryons? Là, je congèle des embryons au stade du 2e jour du développement. On peut congeler jusqu'au 6e jour du développement embryonnaire. C'est vraiment tout petit. Et là, je le plonge dans l'azote. Dans une paillette haute sécurité. Et là, j'identifie mon embryon. Je ferme la paillette. En France, plus de 300 000 embryons sont congelés dans les centres de PMA. Ce matin, j'ai congelé 5 embryons. Là, j'ai pris une petite cuve parce que je savais que j'allais pas en avoir beaucoup. Et on peut aller jusqu'à 8, 10. On est un gros centre, donc voilà. Mais que deviennent ces embryons? 3 possibilités sont alors offertes aux parents. La première solution consiste à conserver ces embryons supplémentaires dans l'optique de pouvoir les utiliser plus tard. Ils peuvent également décider de les détruire. Enfin, ils peuvent choisir de les offrir à la médecine. Ce choix qui appartient à chaque couple est souvent difficile. Malgré le risque de maladies graves pour leur futur enfant, certains couples renoncent à la DPI et décident de ne pas sélectionner leurs embryons et de laisser faire la nature. C'est le cas d'Audrey et de Maxime. Quand on a eu toutes les photos de Cerise et de Tom, on a fait des albums. Ils ont chacun leur album. Bon, on a toutes les photos de la maternité, du funérarium, on a les photos de leur doudou, les jouets, enfin tout, le vêtement. Tout. Voilà, c'est ça. Pour Cerise, c'est une maladie génétique, donc on est porteurs tous les deux. Donc le risque de récidive, il est à 1 sur 4 sur chaque grossesse. Ça fait quand même 3 sur 4 que ce soit bon. Voilà. Donc voilà. On sait que si on n'y arrive pas, la médecine pourra nous aider en faisant du tri d'embryons. Donc on aura la possibilité d'être parents. Mais ce qu'on voudrait avant tout, c'est être parents comme tout le monde. De ne pas avoir besoin d'aide. La vie, la mort, les religions, la médecine, la culture, tout entre en jeu. Jusqu'où doivent aller les soins? Jusqu'où faut-il laisser faire la nature? Pour Sabrina, la seule chose qui compte, c'est la bonne santé de son futur enfant. Après 8 ans de combat et 3 fausses couches, la puissance de son désir d'enfant reste intacte. Alors ça s'est bien passé ou pas? Ça s'est trop bien passé. Que des bonnes nouvelles, tout va bien. T'avais peur? Super peur. On avait une boule dans le ventre, peur de la mauvaise nouvelle, peur qu'on m'annonce un truc encore étrange, pas normal. Mais tout va bien.
Moi, ma grossesse est assez particulière parce que, sachant que j'ai perdu les jumeaux à ma dernière grossesse, j'ai eu du mal à réaliser que j'étais enceinte déjà. Enfin, on me disait que j'étais enceinte, mais voilà quoi, c'était difficile. Ça a été les 3 premiers mois, même, c'était compliqué. C'était pas comme les toutes premières grossesses où on est toutes contentes, youhou. Là, on réfléchit à plein de choses, on stresse à tout et n'importe quoi, et on se préserve beaucoup. De quoi? Tu t'es préservé de quoi? Je voulais pas s'accrocher à lui, peur de le perdre, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a permis de vous poser comme ça cet été, d'avancer dans cette grossesse qui était pas simple? Je sais pas. Bah, j'ai toujours du mal à m'investir beaucoup dans acheter des choses. Stéphane il dit mais si tu peux, vas-y, fais-toi plaisir, allez. Donc, et vous vous êtes autorisé à le faire? Ouais. Même si à chaque fois que je vais acheter quelque chose, je vais quand même y penser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Heureusement que Stéphane est là pour toujours m'aider. Pour vous rassurer, pour vous dire que ça va rien provoquer du tout, que ça n'attirera pas le mauvais œil. Voilà, c'est ça. On nous dit les risques, les pourcentages. On était toujours dans des pourcentages négatifs. Vraiment, le sort s'acharnait. Et même maintenant, moi, cette grossesse, j'en suis très fier, mais je me dis qu'une semaine passée, c'est une semaine gagnée, quoi. Donc, on y croit, mais on garde une petite retenue quand même. Toujours. Là, c'est l'inconnu. Enfin, on peut pas... On sait pas comment il va, on sait pas... On peut pas l'aider, on peut... C'est toujours ce truc... Il est à l'intérieur, c'est bien, je le porte, mais je peux rien faire pour lui. S'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas. Vous vous sentez impuissante par rapport à ça. Complètement. Et pourtant, là, vous faites tout pour lui. Oui, mais la dernière fois, j'ai tout fait pour eux. Et ça n'a rien empêché du tout. Donc je me dis que quand il sera à l'extérieur, on pourra plus veiller sur lui, faire attention. On sera toujours sur lui, en fait. Mais En fait, c'est l'amour qui vous a permis de tenir. Oui. Il faut beaucoup d'amour. Ah oui. Sinon, ces épreuves, tu les passes pas. Voilà, c'est qui tout double. Je pense que c'est qui tout double. On nous l'avait dit, de toute façon, quand on a perdu les jumeaux, que ou ça nous ressouderait, ou ça nous séparerait. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, nous, encore plus soudés qu'avant. Quand on se comprend, c'est bien plus facile. Quand il y avait quelque chose qui nous plaisait pas, une réaction de l'autre, ou on se l'est toujours dit et en parler, je pense que ça nous a aidé à avancer. Puis ce projet-là, ça va aboutir, donc c'est que du bonheur. On a bien fait de se battre. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, certaines femmes célibataires ou en couple décident de devenir mères tardivement. Dans ce cas, la médecine prend le relais pour venir contenter leur désir profond d'enfant. Héloïse attend un enfant suite à un double don. Un don à la fois d'ovocytes et de spermatozoïdes. Le futur enfant n'aura aucun patrimoine génétique commun avec sa maman. Mais cela n'affecte pas son irrépressible désir d'enfant. Alors là, j'ai 43 ans. Je suis enceinte pour la 4e fois. Ce sera mon 2e bébé. La première est née sans vie, il y a 3 ans. J'avais 39 ans. Forcément, le corps médical me fait comprendre que 39 ans, là, l'anomalie chromo qui peut lier à cet âge aussi, quoi. En France, la loi stipule que la fécondation in vitro, le don d'ovocytes ou le double don, ne sont remboursés que dans le cas de couples hétérosexuels et seulement si la femme n'a pas dépassé les 42 ans. Dans les autres pays d'Europe, les lois sont différentes. En Belgique et en Espagne, pays frontaliers de la France, la loi autorise la fécondation in vitro quelle que soit la situation sociale de la femme, même au-delà de 42 ans. Dans ces pays, ces pratiques coûtent entre 3 500 et 4 500 euros. Quand on regarde le nombre de couples qui renoncent pour vraiment des raisons économiques à aller à l'étranger, nous on en voit quelques-uns par an qui n'arrivent pas à dégager cette somme et qui sont vraiment dans une situation matérielle où ils ne peuvent pas le trouver. Pour beaucoup de couples,
on va trouver des solidarités familiales, on va trouver des emprunts personnels, on va trouver... Il y a beaucoup de solidarité amicale, familiale. La communauté médicale, gynécologues, obstétriciens qui font de la fertilité en permanence essaye d'inciter les patientes à faire des enfants plus tôt, pour la raison d'utiliser leurs ovocytes. Moi, je m'interroge sur qu'est-ce que j'ai loupé à un moment donné pour avoir tant tardé à faire ces enfants que j'ai tellement désirés depuis toujours, je crois. C'est ça qui est très paradoxal dans mon parcours, c'est que je pense que moi, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà un très gros désir d'enfant. Aujourd'hui, quand on annonce à une femme qu'il est trop tard pour elle, la quasi-totalité ne l'avait pas anticipé. Ah oui. La quasi-totalité ne l'avait pas anticipé. Les femmes pensaient que ça allait encore marcher et que c'était pas grave de commencer à 38 ans ou à 40 ans d'essayer de faire un enfant. Sinon, elles ne l'auraient pas fait. Et c'est pas la perspective du don qui leur a fait retarder. C'est leur vie, c'est leur histoire. J'ai fait plusieurs essais d'insémination. J'ai fait un essai de FIV, de fécondation in vitro, avec don de sperme, mais avec mes oocytes. En Espagne Non, c'était en Belgique, ça. Et là, les médecins m'ont dit non, ça prend pas. Je pense qu'il y a un problème de qualité d'ovocytes. Voilà. Donc du coup, vous allez en Espagne? Du coup, voilà, j'ai été orientée sur le don d'ovocytes. Et du coup, un double don d'ovocytes plus don de sperme. Et je suis partie en Espagne. Dès lors qu'on a affaire à des femmes qui sont âgées de plus de 37 et plus encore de plus de 38 ans, c'est l'âge qui va nous pousser à mettre en place les traitements parce que on peut faire le pari que ça va guérir tout seul et qu'il y aura une grossesse spontanée. Mais si on perd ce pari, on pénalise considérablement la femme sur ses chances ultérieures de prise en charge si on attend 1 an de plus, 2 ans de plus. Et donc cette barrière de se dire, dans le désir d'enfant, de se dire finalement, est-ce que 40 ans c'est une limite? Aujourd'hui, cette limite, elle est repoussée par les patientes elles-mêmes, par les techniques possibles en France, en Europe ou à l'étranger, ou dans d'autres continents. Et elle est repoussée aux alentours de 45, 47 ans, 48 ans. Aux États-Unis, une procédure de GPA, de gestation pour autrui, autrement appelée mère porteuse, coûte entre 80 et 110 000 $. C'est vraiment un parcours très laborieux. C'est vraiment très éprouvant. C'est un gros investissement, pas que financier. Financier, c'est certain, quand on n'est pas pris en charge en France, mais pas uniquement, aussi psychologiquement. Toutes les personnes qui se tournent vers de la PMA dans ces conditions-là, faut vraiment avoir conscience que ces enfants n'arrivent pas là par hasard. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas avec ce désir très très fort de parentalité, mais vous abandonnez très rapidement, parce que c'est juste un parcours du combattant. Ces enfants nés de la PMA ont un prix. Mais au cours de ces belles rencontres, j'ai pu constater que le désir d'enfant l'emportait sur tout. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour, par exemple, un couple homosexuel de devenir une famille homoparentale? C'est n'avoir pas de repère identificatoire à la génération du dessus, puisque ça n'existait pas. C'était tabou, c'était interdit, l'homosexualité d'abord, et encore plus l'homoparentalité. Je suis allée à l'hôpital Tenon, j'ai demandé à la dame de l'accueil que j'avais envie de rencontrer le gynécologue afin de solliciter faire un enfant. Elle m'a dit mais pourquoi je ne le fais pas avec mon mec direct? Je lui ai dit justement parce que je n'ai pas de mec, je suis lesbienne. Elle m'a dit si vous êtes lesbienne, vous ne savez pas qu'en France c'était interdit de faire l'insémination aux lesbiennes. J'ai dit moi je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que je suis une femme et que je désire faire un enfant. Quelque part dans l'inconscient, dans les étoiles, dans le couchant,
Je ne sais pas pourquoi tu es et qui tu es, mais je t'attends. Ça m'a fait un gros coup, j'étais mal, j'étais vraiment triste. Et je ne me suis pas laissée décourager. Je suis allée sur Internet et j'ai vu sur Internet qu'à Liège, il y avait un centre hospitalier qui s'occupait de ça, qui pouvait bien prendre soin de moi. Ils m'ont donné tout de suite rendez-vous. J'y suis allée 2 semaines après et je suis rentrée chez moi en France. Et quelques semaines après, j'ai reçu un courrier recommandé avec accusé de réception. Nous sommes bien d'accord. Le conseil d'éthique avait dit oui. Ce qui m'a donné le sourire. Tous les couples engagés, homosexuels ou pas homosexuels, tous les couples, toutes les personnes, parce qu'il y a aussi tous les gens, toutes les personnes célibataires qui s'engagent dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, ce qui est sûr, l'invariant qui les réunit tous, c'est qu'ils sont obligés de se poser la question des origines, de la conception des enfants, de ce que c'est qu'être parent, de ce que c'est que le devenir d'un enfant, beaucoup plus que les autres parents. Les nouvelles techniques de procréation médicalement assistée ont bouleversé l'ordre des choses. Elles ont aussi eu un impact évident sur l'homoparentalité. Laure et Élise, déjà parentes de Lilou, ont décidé de lui donner un petit frère ou une petite sœur. C'est qui sa maman? C'est moi. C'est toi. Et Laure, c'est sa Malo. Voilà. Il dit maillot encore, mais j'espère qu'un jour ça se transformera en Malo quand même. Merci. Je vais pas le manger. J'allais là, mon café. Ça, c'était une grande question du projet en fait. De quoi? Quand on s'est dit qu'on allait avoir un enfant, de suite, nous, on a forcément, on peut se poser la question de qui va le porter. Ouais. Et en fait, au tout début, Élise, elle se le sentait pas trop. Et moi non plus. Et moi, pas du tout. Donc du coup, on s'est dit, on va voir. Et puis en fait, quand on s'est formulé vraiment le désir d'enfant, ça a été évident en fait. C'est devenu une évidence que ça serait Élise qui le porterait. Et c'était très facile à vivre pour tout le monde, quoi. Et simple. Ouais. C'était clair, quoi. Comme s'il n'y avait même pas à se poser la question, en fait, c'est devenu. Comme c'est pas naturel, on est obligé de tout prévoir à l'avance. Et ça, c'est un côté, cette mentalisation, finalement, ça a du bon, parce qu'une fois qu'il est là, il y a des choses qui sont naturelles et qui sont fluides. Et ça a aussi quand même le désavantage, si on peut dire, de compliquer sérieusement les démarches et de devoir tout décider à l'avance. Donc en fait, on construit sa parentalité, son désir. Et on se dit que si ça se trouve, la PMA, ça marchera pas et qu'en fait, c'est pas l'histoire d'avoir fait tout ça pour rien, mais on se sera fait mal, entre guillemets, en se projetant à ce point pour au final que cet enfant tant voulu arrive jamais, quoi. C'est bon, mon lapin. Donc là, lui, il ne saura pas qui est son père. C'est un donneur anonyme, oui. Donc il ne saura pas qui est le géniteur. Alors on ne dit pas père, nous on dit le géniteur ou le gentil donneur surtout. Pour Ilou, on l'appelle le gentil donneur. Le gentil donneur, ouais. Voilà. On lui en parle depuis toujours, quoi. Vous dites quoi? On lui explique que nous on voulait avoir des enfants, qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'il faut un homme et une femme pour faire des enfants, et que du coup il y a des couples qui ne peuvent pas pour plein de raisons différentes, et que du coup il y a d'autres personnes qui gentiment donnent soit le sperme pour le garçon, soit les ovules pour la femme, et que du coup grâce au médecin, on peut nous lui expliquer qu'on injectait le... Ouais. Déjà, il y a 2 ans. Ouais. Ces histoires de graines qui viennent d'on ne sait pas trop où, d'une banque, d'un monsieur qu'on ne connaît pas, qu'on a peut-être choisi, dont on connaît la couleur des yeux, mais on n'en sait pas forcément plus, on a son QI, on n'a pas son QI, il a telle maladie, il a tel groupe sanguin, enfin vous voyez, voilà, enfin c'est... Qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça à l'enfant? À l'enfant. Tu t'es fait mal? Montre la bouche. Oui. Montre, ouvre la bouche pour voir. Ah, tu veux toi? Ah. Ça a l'air d'aller quand même. Donc vous avez fait votre fécondation in vitro en Espagne parce que pour vous, c'est interdit en France. Oui. Ouais, c'est interdit, ouais. Pour un couple de femmes, c'est interdit en France, ouais. Pour une célibataire aussi. Oui. C'est interdit pour tout le monde sauf pour les hétérosexuels en couple depuis un moment, quoi. On l'a pas pris comme une contrainte médicale. On s'est dit on fait des vacances. En Espagne. Et on revient avec un bébé, quoi. Voilà. Du coup, c'était... C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'était super. Et vous êtes tombée enceinte la première fois? Ouais, la première fois, ouais. Pour Ilou, ouais. Pour Ilou, ouais.
Et là, pour le second, la deuxième. La deuxième fois. Vous l'avez refait au même endroit? Au même endroit, avec le même donneur. C'est le même donneur pour tous les deux. C'est le même donneur, ouais. On avait demandé à réserver son sperme pour qu'il puisse avoir le même donneur. Ouais, pour qu'ils aient vraiment cette identité commune. Il est là, non? Il est trop content. Il fait son numéro. Un fistonneau. Et là, t'es enceinte de combien de temps? Un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Il y a beaucoup de couples de femmes en fait qui font un et puis l'autre un autre, qui portent l'enfant quoi. Et alors là du coup Élise elle a 41 ans cette année, et alors c'était évident en fait pour tout le monde que ça serait moi qui le porterais. Et puis des fois même encore quand nous on dit on est enceinte, on accouche, moi je dis toujours on parce que je me sens très inclus dans notre parentalité. Et alors les gens ils regardent mon ventre, je vois. Et j'ai dit non c'est pas moi, j'ai un peu grossi mais c'est pas moi, c'est Élise encore. Et du coup le médecin, même notre médecin qui nous suit qui est super quoi, elle a insisté, elle nous a dit vous avez plus de chance vous êtes plus jeune, faites-le. Non moi je veux pas. Il est sur le... Ouais, avec les chaussures et tout. Et la chambre d'Ilou, elle est où? Donc là, tu l'as adopté, cet enfant? Ouais, ça y est. Et en fait, c'est le mariage pour tous qui m'a permis de l'adopter. C'est Kirito. Et c'est Kirito. En fait, pour lui, les papas, c'est ça. Il a appris Papa Noël récemment. Il dit Papa Noël, Papa Noël. Et dès qu'on dit un papa, il pense au Papa Noël. L'enfant, né d'un don d'ovocytes et de spermatozoïdes, peut être amené à s'interroger légitimement sur ses propres origines. La notion d'adoption par l'autre conjoint peut compliquer encore la question de la filiation. Enfin, il y a certains enfants adoptés qui cherchent leurs origines et je crois que nous, on ne voulait pas créer une situation qui est déjà relativement complexe. Puisqu'en gros, on fait un enfant à 4, si je peux dire ça comme ça. Il y a la donneuse d'ovules, la porteuse et nous deux. Donc c'est déjà relativement complexe à expliquer. Mais si en plus on leur disait que ni la donneuse ni la porteuse n'est connue, ne peut être vue par eux, si à un moment ils ont le besoin de les rencontrer, nous notre souhait c'était qu'ils puissent aller les voir et qu'on puisse partager des choses avec eux, avec elles, en l'occurrence ces deux femmes. Comme nous on est obligé de faire intervenir une tierce personne, on voulait que nos enfants aient accès à l'identité de cette tierce personne. Donc au début, c'est un de mes amis qui nous a proposé d'être géniteur. Et on s'est dit, mais c'est absolument parfait parce que du coup, notre ami pourra être en contact avec l'enfant ou les enfants sauront d'où ils viennent, ils connaîtront cette personne et voilà. Et pour finir, ce projet-là n'a pas abouti. Parce que lui, il a pris conscience que c'était plus important et plus lourd qu'il le pensait et qu'il n'était pas prêt, en fait. Cette espèce de lien à la fois génétique et affectif, en fait, sans pour autant qu'il soit vraiment parent de l'enfant, c'était quand même compliqué. Voilà. Et que, c'était pas si facile que ça à gérer, effectivement. Et nous, effectivement, notre famille, on veut la construire toutes les deux avec nos enfants et on veut pas faire de coparentalité. C'est-à-dire que on n'avait pas envie, en tout cas, que cet ami soit papa des enfants. On n'avait pas envie de construire un couple à 3, en fait. Voilà. Après, il y a des gens, on a des amis qui l'ont fait, avec qui ça se passe très bien. Mais voilà, nous, c'était pas notre cas, en tout cas. Non. Donc on s'est rendu compte que ce projet, tel qu'on le voulait, tel qu'on l'imaginait, n'était pas réalisable. Regarde. Et regarde ma mouche. On est passé par une mère porteuse aux États-Unis parce qu'on voulait un lien de biologie. Voilà, même si au final, il y en a un de nous deux qui y participe, on voulait absolument un lien biologique avec l'enfant. Oui. Ah, c'est Whitney qui nous a aidé, qui nous a aidé à être papa. C'est qui Whitney? Whitney, donc c'est la maman porteuse de Louison, voilà, qu'on a rencontré il y a 3 ans maintenant. Biologiquement, qui est le père de cet enfant? Alors, on ne pourrait pas le dire. Oui, en fait, on sait que c'est l'un de nous deux qui est le père biologique. Mais par contre, on ne veut pas le dire parce que on considère effectivement qu'on est papa tous les deux de Louison et notre fille. Et
Et on n'a pas forcément à dire qui est le père biologique. Et n'oublie pas ton doudou, hein? Maison. Petit à petit, les mentalités évoluent, mais en 2016, les lois qui régissent la PMA et la GPA incitent les homosexuels à aller à l'étranger pour avoir recours à des méthodes encore aujourd'hui illégales sur le territoire français. Quand on est gay, et qu'on a en soi ce désir d'enfant, en fait, dès qu'on s'assume, on doit se castrer à ce niveau-là. On n'aura pas de descendance. On est un couple stérile en quelque sorte. Donc nous, on s'est dirigé vers l'adoption. Et en fait, je suis allé voir la responsable de l'aide sociale à l'enfance et j'ai attendu que tout le monde s'écarte un peu. Et je lui ai dit, voilà, moi c'est un peu particulier, je vais avec un homme. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon dossier ou je fais pas mon dossier? Et elle m'a mis la main sur le bras. Et elle m'a dit, vous savez, nous, on accepte tout le monde. Donc là, il y a des années de refoulement de choses qui sont ressorties. Et on a fait notre dossier. D'un coup, on me dit, mon pays, l'endroit où je suis né, dont j'ai la nationalité, me dit vous allez avoir la possibilité d'être comme tout le monde. Alors que pendant des décennies, à part payer mes impôts, c'est tout ce que j'avais le droit de faire, quoi. C'est quand même énorme. Quelque chose qui avait été enfoui, et sur lequel j'avais mis une chape de plomb et j'avais mis des cadenas en me disant jamais ça ressortira, donc t'en occupe pas. Et là, cette femme, en me posant la main sur le bras, c'est le fait de me poser la main sur le bras. C'est un acte humain. C'est-à-dire, voilà, il y avait une table entre nous, mais elle est venue vers moi, il y a eu un contact. Elle me dit, oui, allez-y, on vous accepte. D'où je viens? Cette question fondamentale sur la filiation a évolué suite à l'apparition de la fécondation in vitro, à tel point que l'on peut se demander si elle ne va pas entraîner des troubles identitaires nouveaux chez l'enfant. Aujourd'hui, en 2017, nous n'avons encore aucune visibilité des répercussions de cette révolution sur cette nouvelle génération. On ne s'est pas intéressé à la façon dont les enfants grandissent de façon plus fine, à leur développement psycho-affectif. On n'a pas pris ce temps de se demander ce qu'on faisait. Et c'est vrai que les grands oubliés de la question, c'est quand même les enfants. Jusqu'où la médecine doit-elle investir le désir d'enfant et le droit à l'enfant? À partir de quand ce droit universel met-il en danger l'enfant et sa construction en tant qu'individu? Est-ce que le droit à la reproduction chez une patiente ou chez une femme est un droit universel? Voilà. Moi, je le pense. Quand on regarde l'histoire des lois qui ont géré la reproduction humaine en France, la loi a, jusqu'à présent, toujours suivi la société. En tout cas, à chaque fois, il se passe des siècles, plusieurs générations, disons, pour avoir une représentation de quoi penser des changements. Là, on a énormément de changements en très peu de temps, finalement. Quelques dizaines d'années. Alors, bien sûr, il est très important de se préoccuper de savoir ce que ça fait aux enfants qu'on fait naître, et en même temps, il est extrêmement difficile d'y répondre, puisque tout ça va très vite. Mais malgré toutes ces interrogations fondamentales, le plus important reste évidemment que ces enfants bénéficient de l'amour et de la bienveillance de leurs parents.
continuez. Voilà, descendez vos fesses, voilà. Descendez vers sa vigne. Remontez pas. Voilà, comme ça, allez. Super. Encore. Vous prenez de l'air et vous recommencez. Allez, il faut qu'il prenne de la place, les bébés. Voilà, là c'est bien. Tends tes bras pour attraper ton bébé. Ah, tiens, regardez qui voilà. C'est votre sang dessus. Bon, oui. Regardez qui est là. Allez, viens voir maman. Vous la tenez? Enfin, vous le. Là, vous le. Ouais. Bonjour. 16h44. Bravo. Eh ben, félicitations. Oh, ma chérie. Félicitations. Bravo. Oh, ma chérie. Eh ben, bravo. J'arrive pas à pleurer, j'ai pas fait trop. Et vous aviez un prénom pour cette demoiselle? Violette. Eh bien, bienvenue Violette. Ça y est. Petite merveille est là. Comment il s'appelle? Aimé. Il est beau, mon fils, il est beau. Et alors, vous allez en faire un autre? Oui. On va essayer. On va tâcher. Bah oui, c'est tellement mignon. Pourquoi pas en faire un deuxième? Ça fait sourire en plus.